Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre 7e rendez-vous comme à la maison proposé par Familyphone. Familyphone, désormais vous le savez, c'est ce service d'écoute, d'accueil, d'entraide qui a été mis en route par le diocèse des Yvelines. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est lourd, qui est important, qui touche bien plus de monde que vous ne l'imaginez. La maladie psychique, et particulièrement la maladie psychique dans la famille, lorsqu'elle vient déstabiliser la famille. Alors de quoi parlons-nous? Quel type de maladie? La dépression, schizophrénie, bipolarité, etc. Comment poser un diagnostic? Comment accueillir cette maladie? Comment la comprendre? Comment agir? Comment passer au-delà de tout ça et ne pas se laisser accabler par cette fatalité? Et puis on se demandera aussi comment réagir ensemble, en communauté, par exemple dans sa paroisse, dans la famille élargie, avec les amis ou les collègues de travail. Voilà, comment offrir une aide bienvenue et qui souvent se fait attendre aux parents qui sont touchés par ce phénomène. On va en parler avec mes invités qui sont là, réunis autour de cette table basse dans ce salon d'une famille des Yvelines qui nous fait la joie de nous accueillir dans ce cadre très chaleureux. Mes invités, Pierre et Marie-France Sarméjean, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venus les mains vides, vous êtes venus avec un ouvrage dont vous nous recommandez la lecture, qui s'appelle « L'espérance est un chemin escarpé des parents à l'épreuve de la maladie psychique ». C'est un ouvrage notamment écrit avec Cyril Douillet, journaliste que l'on connaît bien parce qu'il se cache derrière ce très très beau magazine Ombre et Lumière, dont on vous recommande vraiment de jeter un œil, de vous abonner. Il y a notamment dans le numéro de novembre-décembre, que vous retrouverez bien sûr en commande sur le site d'Ombre et Lumière, consacré au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous êtes engagé dans le monde associatif à l'UNAFAM. Vous nous présentez l'UNAFAM en quelques mots? L'UNAFAM, c'est une association d'utilité publique qui existe depuis 1964 et qui a surtout pour mission d'accueillir les familles dont un proche souffre de troubles psychiques. Et c'est une réalité que vous connaissez? Et c'est une réalité que nous connaissons, Pierre et moi, parce que nous avons 2 enfants qui ont des troubles psychiatriques. D'accord. Et face à vous, Monique Durand-Wood. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice spirituelle de sessions bibliques dans le cadre de l'association Maison de Tobie. Oui. Vous avez été également aumônier en psychiatrie. Voilà. Ça faut nous raconter, nous dire comment ça s'est déroulé. J'étais d'abord bénévole pendant une dizaine d'années, puis après j'étais donc responsable d'aumônerie pendant 5 ans. Et ça a été une expérience humaine extraordinaire. J'imagine. Humaine et spirituelle. Oui, à Villejuif, ah, très bien. au centre hospitalier de Villejuif, Paul Guéraud. Et vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, on va présenter les derniers. Ajoutez foi à la folie, Cap sur l'espérance, paru aux éditions du Cerf, et Ta vie est éternelle, ça c'est le tout dernier, paru chez Salvatore. Qu'est-ce qu'on y découvre? C'est l'accompagnement de ma plus jeune sœur, voilà, donc qui est décédée d'un cancer l'an dernier. Oui. Et c'est vraiment, quand on me demande le thème, je dis c'est la vie, la mort, la vie. C'est pas la vie, la mort, c'est la vie, la mort, la vie. Et la vie. Voilà, c'est vraiment plein d'espérance, je l'espère, c'est le cas de le dire, et de lumière. Bien sûr. Ajoutez foi à la folie, je ne l'ai pas dit, paru également aux éditions du Cerf, comme Cap sur l'espérance. Oui, alors ajoutez foi à la folie, je voudrais dire que là, je l'ai écrit à partir d'un mémoire de théologie que j'ai soutenu à l'Institut catholique et qui porte sur la maladie psychique et notamment sur les leçons théologiques qu'on peut en tirer. Intéressant. Voilà. Alors, intéressant. Je vous nous direz. J'ai eu l'occasion très tôt de lire ce livre quand j'étais responsable d'une autre association qui était Relais Lumière Espérance. D'accord. Le livre m'était tombé entre les mains et moi j'ai été sidéré par la richesse des dialogues qui pouvaient s'entamer par la parole et par les gestes. Je me souviens très bien des attitudes que vous aviez décrites. Et vous avez une imagination pour approcher ces personnes qui sont souvent distantes, même dans leur cadre d'hôpital. Ça a été pour moi une excellente introduction et qui m'a beaucoup aidé. On ne peut pas faire un meilleur éloge. Oui, d'ailleurs, il est très demandé. lu et parfois,
comment dire, il y a une réflexion dans les équipes d'aumônerie sur ce livre. Voilà. Et le mot folie est prononcé, et c'est pas mauvais qu'il soit prononcé, parce que il fait peur. On va défricher tout ça, la folie. On est dans ce registre-là. En tout cas, c'est le mot que d'aucuns vont plaquer. Ah, c'est la folie. Bon. Comment on définit la maladie psychique? Quelles sont ses spécificités? Qui veut s'y coller? Je dirais les troubles psychiatriques, c'est vraiment une difficulté à gérer la réalité, être en adéquation avec la réalité, des projets qui n'arrivent pas à aboutir. C'est un peu la définition des troubles psychiatriques. Mais après, on décline en plusieurs sortes de maladies. Pour la plus invalidante, je crois que c'est vraiment la schizophrénie, qui donne des troubles importants, des délires, des hallucinations, principalement, toujours pareil, il y a une difficulté relationnelle, souvent tournant peut-être quelquefois à la violence. Les troubles bipolaires, les personnes ont des hauts et des bas, comme on dit. Mais souvent, elles ont plus la possibilité de s'insérer dans la vie que des personnes avec une schizophrénie. Parce que c'est mieux pris en charge? Oui, non, les troubles bipolaires peuvent avoir aussi des aspects très graves, comme dans toute maladie, il y a des degrés. Bien sûr. La schizophrénie, c'est pareil. Mais malgré tout, il y a une possibilité d'adaptation qui est plus grande. Tu vois. Il y en a plus qui peuvent travailler, alors que dans les personnes atteintes de schizophrénie, il y en a quand même que très peu qui peuvent travailler. Au sens travailler, même à mi-temps. S'accomplir, quoi. Oui, parce que dans la maladie bipolaire, il y a des phases de rémission et puis de stabilisation qui peuvent durer assez longtemps, d'ailleurs. Puis bon, effectivement, il y a tous les degrés. Il y a des personnes qui seront davantage dépressives, puis d'autres, à l'inverse, qui seront plus excitées, maniaques, on dit. Donc, mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que les facultés intellectuelles sont conservées dans la maladie bipolaire. Alors, la schizophrénie, je connais moins bien, mais je pense que oui aussi, souvent. Le problème, c'est que de les placer, ces facultés, dans un contexte. Et souvent, il y a une perte de sens du contexte. C'était flagrant chez notre fils, qui pouvait dire des énormités quand il servait à des caisses de supermarché. Il disait à peu près n'importe quoi qui lui passait par la tête au client ou à la cliente qui passait. Quelquefois, c'était pas très sympathique et ça déroutait beaucoup. Et ça, c'est irrésistible. Quand il se présentait en embauche, qu'il préparait, sa femme, nous, on lui disait, bon, surtout, prononce pas le mot schizophrène. Et ben, on lui demandait après comment ça s'est passé. Moi, j'ai dit que j'étais schizophrène, mais voilà. Puis, oui, d'accord. Voilà. Les pieds dans le plat. Et il y en a d'autres aussi, addiction, dépression. Là, je pense que ceux qui nous regardent vont se dire « Ah, tiens, mais ça, j'en connais » ou « C'est quelque chose que je connais » ou moi-même, une addiction passagère, ce que vous voulez, chocolat, cigarette, alcool, drogue. On rentre dans ça s'invite un peu dans notre quotidien à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la dépression ou les addictions? Il y a différentes sortes de dépression. Il y a des dépressions réactionnelles parce qu'on a perdu quelqu'un ou qu'on est au chômage depuis longtemps. Bon. C'est très inconfortable, mais c'est quand même, en général, ça ne dure pas indéfiniment, surtout s'il y a des bons traitements. Par contre, il y a des dépressions sévères et résistantes. Les médicaments ne suffisent pas ou n'agissent pas. Et ça, c'est quand même très difficile. Très difficile. Donc, voilà, alors les addictions, je crois que il y a aussi différents degrés d'addiction. Il y a des personnes qui boivent, qui n'ont pas forcément des conséquences, tandis qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui, justement, parlons de la drogue, c'est terrible et ça peut déclencher des troubles psychiatriques. C'est ça. C'est pour ça que je voulais orienter brièvement la discussion dans ce sens-là, c'est que l'addiction, c'est lorsque l'on ne peut plus se passer d'un produit. Et c'est une maladie, c'est quelque chose dont on croit, on se laisse subjuguer, on s'imagine qu'on a toujours le contrôle, mais en réalité, il ne faut pas en avoir honte, on peut consulter pour ça, sans forcément être montré du doigt. Pour la dépression, c'est parce que souvent, dans le cadre professionnel ou autre, on va traiter ça peut-être un peu à la légère, en disant c'est de la fainéantise, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas assurer, et on pointe un peu facilement du doigt, alors qu'en réalité, on peut se faire suivre pour ça. C'est une maladie. Ouais.
Ce sont des maladies. Tout ce qu'on a décrit, ce sont des maladies. Et c'est vrai que c'est important de les faire connaître et de donner à l'entourage, enfin à la société, des éléments de compréhension, parce que ces maladies psychiques sont sujettes au déni, au rejet, la honte, la culpabilité des personnes qui la vivent, des personnes de la famille, et puis aussi d'amis. Enfin, moi, je me souviens quelquefois, au début de la maladie de notre fils, voilà, c'était parce que je n'avais pas su l'éduquer, quoi. Oui, ça, on va y revenir, effectivement. Ce sentiment de culpabilité ou les mots qui peuvent être dits, qui sont aussi blessants, parfois plus, que la maladie elle-même. C'est la double peine. Mais avant, un tout petit peu de chiffres quand même, parce que, comme je disais, schizophrénie, on n'en connaît peut-être pas, bipolaire, on en a peut-être déjà vu et encore, des dépressifs, oui, des addicts à ceci ou cela, on en connaît forcément. Selon l'OMS, 25% de la population sera touchée à un moment de sa vie par des troubles de santé mentale. Une personne sur 4. Monique Durand-Wood. Ah oui, mais alors, il faudrait distinguer le trouble mental et la maladie psychique, il me semble. Bien sûr, dans toute maladie psychique, il y a différents troubles qui se manifestent. Oui. Mais on peut aussi avoir tel ou tel trouble mental passager. Ça peut être passager, oui. Heureusement d'ailleurs. Oui. On parlait de dépression réactionnelle, par exemple. Oui. Bon, voilà, c'est passager. Il peut y avoir aussi parfois une bouffée délirante au cours de la vie, parce qu'il y a eu un traumatisme, une violence exercée contre quelqu'un, et puis, j'allais dire familièrement, ça se tasse. Enfin, disons qu'il n'y a pas, voilà, ça ne va pas entraîner une chronicité. Donc voilà, je crois que c'est important de distinguer les troubles des maladies chroniques. Bien sûr. Ces troubles de la santé mentale qui sont au 3e rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Alors, en ces temps où tout le monde est focalisé sur un certain type de maladie qui touche les voies respiratoires, on ne va pas s'étendre là-dessus, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est vraiment une donnée importante et elle ouvre droit à des compensations, inclusion éducative et professionnelle. Elle est reconnue par la loi comme occasionnant un handicap, donc il faut se faire suivre, en parler à son médecin, etc. Mais il faut reconnaître que la reconnaissance du handicap psychique date seulement de 2005, c'est ça. Grâce à Chirac. Moi, je me souviens avoir vu le Conseil général des Yvelines, et qui ignorait l'existence. Il disait, vous avez beaucoup de structures. Ben, je disais, lesquelles qui sont adaptées à des maladies psychiques, non. Non, c'était ignoré. Non, mais j'ai la mémoire de ce que tu ramenais de ces entretiens. Et effectivement, les responsables pouvaient dire, mais on a des places, mais qui étaient traditionnellement pour des personnes plutôt handicap intellectuel ou difficultés d'adaptation, mais qui n'étaient pas du tout adaptées. Mais on vivait sur des chiffres qui n'étaient pas forcément les bons et une ignorance. Une injustice terrible qui vient s'ajouter à toutes les autres, oui. Non, je voulais simplement dire, un petit retour sur les addictions. Ce n'est pas forcément une addiction, mais c'est quelque chose qui a été quand même une compensation au stress permanent pour notre fils, c'est la cigarette. Et c'était un gros fumeur. Je dis c'était parce que pendant 30-35 ans, il a fumé abondamment. Et pour lui, c'était, quand il en parlait, c'était indispensable. Il avait un budget cigarette qui était, alors qu'il ne gagne pas grand-chose, un budget effrayant, monstrueux par rapport à ses ressources. Ah non, mais tout s'additionne. Et là, ce qui est très consolant, c'est qu'il est en train, petit à petit, mais il a fallu 30 ans, ça y est, de se sevrer. Mais il faut une énergie, une volonté qui est impressionnante. Ça, moi, je tire mon chapeau. Oui, il y a beaucoup de personnes malades psychiques qui sont fumeurs, qui sont fumeuses. C'est bon parce qu'on dit, enfin, je ne sais pas, qu'il y aurait quelque chose d'un anxiolytique. Donc, mais bon, ceci dit, voilà, c'est pas une raison. Mais beaucoup, enfin, moi, quand j'étais en hôpital, presque tous fumaient. Alors bon, maintenant, il y a des coins fumeurs, parce qu'avant, c'était en plus partout dans l'hôpital. Absolument. Bon, là, quand même... Donc ça fume moins, on peut dire. Mais quand même, c'est vrai que c'est un gros problème. Dans le foyer où réside notre fille, qui est un foyer médicalisé, bon, on ne fume pas à l'intérieur, évidemment, mais quand on arrive, il y a des cendriers disposés à la porte. Bon, les mégots sont évidemment à côté des cendriers, ça c'est régulier. Évidemment.
Mais c'est même pour eux qui sont suivis en permanence, ben le stress existe. Paradoxalement, c'est une bouffée d'oxygène. 5 maladies mentales figurent parmi les 10 pathologies majeures du XXIe siècle. Schizophrénie, on en a parlé, troubles bipolaires, addiction, dépression et les troubles obsessionnels compulsifs aussi. Ah oui. Enfin, les TOC. Là. Les TOC, ah, oui. exactement. Alors, Ça, il faut c'est tant terrible parler aussi. d'eux Ouais. à la télévision ou ailleurs parce que voilà, on peut en rire facilement. C'est aussi une injustice de plus qui s'ajoute. Mais l'une des conséquences de ces maladies, c'est une espérance de vie réduite de 9 ans par rapport à la moyenne générale, ce qui est quand même énorme. C'est 1/10 de la vie qui s'enfuit, quoi. C'est beaucoup. Et les chiffres en France sont évidemment homogènes par rapport à ceux du monde. 3 millions, selon l'UNAFAM, dont on parlait tout à l'heure, de personnes vivent en France aujourd'hui avec un trouble psychique sévère. Voilà. Et ça représente pas loin de 10 000 suicides par an. Donc c'est une réalité à prendre en compte. Alors, à quel moment faut-il envisager un diagnostic? Comment ça se révèle? Vous pouvez nous parler de votre expérience, Oui, puis celle peut-être des parents que vous avez rencontrés Oui. à l'UNAFAM ou que vous côtoyez. Oui. Souvent, il y a un changement plus ou moins brutal, mais enfin voilà, par exemple, notre fils, un jour, il n'a plus voulu se lever pour aller au lycée. D'accord. Mais il n'y avait rien, alors que c'était un enfant et un ado qui ne posait pas de problème, qui avait une vie sociale, sportive, etc., qui était très bon en classe, très bon élève. Tout d'un coup, voilà, le blackout, et pendant des jours et des jours, on a essayé, la directrice a essayé, enfin bon, ça a été terrible. Donc ce changement d'attitude, après ça, il a commencé à vivre la nuit et dormir le jour. Et enfin, c'est des comportements complètement inhabituels, étranges, et c'est là qu'on se dit, il faut consulter. Bien sûr. Donc au moins, ça a été le réflexe, parce que d'aucuns pourraient dire, bon, c'est passager, ou c'est l'adolescence, Oui. il a envie, ça va lui passer. C'est ça que j'ai vécu, je peux dire. Deux approches différentes. J'avais l'exemple de mon père qui m'avait abondamment arrosé quand adolescent, je commençais justement à plus vouloir me lever ou avoir des angoisses, ça peut arriver. Oui. Bon, lui, c'était le verre d'eau. Bon, c'était ou alors la douche carrément, la douche froide. Bon. Okay. Donc je me suis dit, je vais faire pareil avec mon fils. Oui. Ben, ça n'a pas du tout marché. Je me suis cassé le dos en essayant de le virer. J'ai pris des verres d'eau ou des carafes, ça ne marchait pas non plus. Visiblement, ce n'était pas le bon sujet. Ce n'était pas la bonne méthode. Ouais. Là, Monique Durand-Wood, c'est avoir posé un diagnostic, il faut s'entourer tout de suite. Oui. Ben, j'ai un fils aussi qui est malade psychique, Pardon, qui est malade bipolaire. Pas précisé. Et ben, ça a commencé par une crise aussi. Alors, c'est vrai que ça se distingue quand même des crises dites d'adolescence, parce qu'il y a une coupure vraiment, oui, avec la réalité consensuelle. Et puis, enfin, là, en l'occurrence, c'était quand même violent. Bon, il n'y avait pas de violence physique à proprement parler, mais tout d'un coup, comme une rage, une explosion d'énergie, mais destructrice quand même. Oui. Donc là, on appelle les secours. Hein, voilà. Alors, il y a eu quand même beaucoup de moments qui ont précédé où on voyait qu'effectivement, il y avait une étrangeté qui apparaissait, quelque chose qui n'était pas habituel et où la personne devient presque méconnaissable. On ne la reconnaît plus comme on l'a connue avant, parce que mon fils, il était aussi, je suppose, comme le vôtre, charmant. Il avait des amis, il travaillait à l'école, bon, voilà. Donc c'est quand même très déstabilisant aussi, évidemment, pour toute la famille. Bien sûr. Et les familles qu'on reçoit à l'UNAFAM, ils disent, presque toutes, elles disent c'est un coup de foudre dans l'assiette bleue, c'est un véritable tsunami. Vous voyez, c'est des mots très très forts, très forts, et complètement. Tout le monde est ahuri. Oui. Moi, c'est le psychiatre que tu m'as fait rencontrer, parce que j'étais pas tout à fait d'accord pour y aller, et qui m'a fait comprendre un peu brutalement, et ça m'a pas plu du tout, qu'il fallait qu'on le garde. Il n'était pas question de s'en débarrasser. Comme moi, j'avais l'intention de le mettre en pension. Un élève brillant, bon, il ne réussit pas pendant un an, c'est pas dramatique. On le met dans un bon pensionnat coté, qui a des bons résultats, et ça va marcher. Mais non,
c'était visiblement pas ça. Il m'a dit, si vous voulez continuer à ce qui diminue complètement, vous faites ça. Sinon, vous le gardez chez vous. Mais il a rajouté, ça a toujours été un guide pour moi, je vais vous aider. Et un psychiatre qui vous dit, je vais vous aider, ça veut dire que là, j'ai retrouvé la qualité de... Vous en parlez très bien dans votre livre, d'ailleurs, de cette aide. On envisage un diagnostic, c'est donc le médecin qui pose le diagnostic. Qui peut être assez long à poser. Ça peut être long, exactement. Donc il ne faut pas se décourager, ni tourner de médecin en médecin. Tout à fait. Et ne pas être dans le déni, parce que ça, je pense que, et vous le disiez, en se disant c'est pas possible, il n'était pas comme ça hier. Comment on sort de ça? Comment on arrive à l'évidence? Pour les familles, ça peut être long. Oui. Ça peut être très long. Oui. Ça dépend des familles, mais il y en a vraiment parce qu'ils n'osent pas le dire. Il y a la honte, il y a ils ne savent pas à qui s'adresser vraiment. Et bon, enfin, moi, j'ai encore eu, il n'y a pas si longtemps, une voisine qui m'appelait pour me dire que une de ses voisines avait des troubles, visiblement, des troubles psychiatriques. Mais j'ai dit, bon, vous pourriez lui dire de venir me voir, enfin bon, ou à son conjoint, enfin bon. Je dis, oh là là, mais là, il n'en est pas question, parce que la famille ne veut absolument pas voir la difficulté, enfin la difficulté qui est plus une difficulté, un problème. C'est vrai que, et on peut en parler maintenant si vous voulez, ce déni, cette honte, la peur de l'opprobre, qui est très différente. Un diabète, un cancer, une maladie cardiovasculaire, on a les radios, on a les scanners, on a l'avis du médecin, on a les prises de sang et on fait avec, curieusement. Votre conjoint tombe malade, l'un de vos enfants, tout de suite, vous mettez en place les protocoles qui s'imposent et puis vous avez le diagnostic en main, la vie continue. Là, on ne veut pas. On ne veut pas, ou en tout cas, on ne peut pas en parler, ou ça n'est pas accepté de la même manière. On ne dira pas de vous comme de quelqu'un qui se bat contre un cancer, il se bat, que c'est un courageux, quelqu'un qui a du tempérament. Là, on n'en parlera pas. Parce que la volonté s'exerce mal ou s'exerce pas. Oui. Je me souviens très bien avoir entendu des hommes ou des femmes qui étaient atteintes, à commencer par nos enfants. C'est pas que je veuille pas, mais je peux pas. Oui. Je ne peux pas. Et ça, c'est une phrase qui est terrible à entendre quand on a été élevé, et c'est normal, en disant c'est la volonté, c'est à coup de volonté qu'on va s'en tirer. Mais là, c'est pas de cet ordre-là. Oui, puis ce sont des maladies qui, enfin, en tout cas, ont la réputation de ne pas guérir, d'être non guérissables, même s'il peut y avoir, heureusement, des évolutions favorables. Mais, et puis, il y a souvent des rechutes aussi. Oui. Et je crois que c'est peut-être les rechutes qui vont faire qu'on va sortir du déni. Parce que quand on voit que c'est la 3e, 4e, 5e fois qu'il faut hospitaliser la personne, eh bien là, on commence quand même à comprendre. Et la personne elle-même commence à comprendre qu'il faut prendre son traitement. Parce que beaucoup de rechutes adviennent parce que on se sent mieux et voilà, et on laisse tomber les médicaments. Et bon, c'est le cas de toutes les maladies. Pour le diabète, c'est pareil. Et ça peut avoir des conséquences. Alors, on se sent mieux, mais il y en a aussi qui disent les effets secondaires. Des médicaments sont trop lourds. Les médicaments psychotropes sont quand même très lourds. Ouais. Donc, quand ils se sentent, par exemple, un jeune, je pense à un jeune qui aime beaucoup peindre, mais qui n'arrive plus à peindre parce qu'il n'a plus le goût, il n'a plus d'idées. Bon. Il a vraiment une frustration très terrible, voilà, parce qu'il est tassé par les médicaments, parce qu'il prend du poids. Voilà. C'est vrai que notre fille, qui était fine comme tout, elle pesait 80 kilos maintenant, je crois. Mais oui, donc il y a une mésestime de soi qui ne doit pas encourager, bien évidemment. Mais non, ça n'encourage pas. Notre fille nous a dit un jour qu'elle faisait des grimaces devant la glace exprès pour se montrer qu'elle était laide, alors que c'était une jolie fille. Ça, c'est l'écoute, l'accueil, et on peut parler de rôle très important des associations, des livres, des émissions de radio, qui vont permettre de dédramatiser, de se dire que l'on n'est pas seul, de proposer même à ses enfants de sortir de ça ou de rencontrer des personnes malades comme elles ou pas. Est-ce que c'est recommandé ou non? Ça dépend des personnes malades. Oui. Il y en a qui ne voudront jamais rencontrer d'autres, aller dans un groupe où il y a d'autres personnes malades. Et d'autres, au contraire, et qui vont avoir une appréhension, mais qui vont quand même, et qui restent, parce que justement,
ils rencontrent d'autres personnes qui ont des maladies semblables, Oui. et ça les soulage, surtout qu'il y a des activités qui peuvent être proposées ou qu'ils inventent eux-mêmes entre eux. C'est ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle. Et c'est très très bien pour beaucoup de malades, mais c'est vrai qu'il y en a qui pourront pas le faire aussi, c'est ça. Ou qui vont le faire un temps et puis arrêter, parce que c'est ça. Puis qui ont les capacités d'expression sur leur maladie, ce qui n'est pas le cas de notre fille, par exemple, qui ne s'exprime pas de cette façon-là. Et notre fils, il voulait surtout aller partout, sauf dans les endroits où il y a des malades. D'accord. Hein, je suis pas un taré. Donc, lui, il a trouvé des appuis, au moins momentanés, mais ça a duré quand même quelques années, dans une équipe de rugby. Oui. Alors là, il a tâté de tout, y compris de la drogue, mais il avait un copain qui s'appelait Fume, donc ça voulait tout dire. Hein, mais ça a été un appui jusqu'au moment où il y a eu des incidents où il a vu que l'amitié s'arrêtait quand, par exemple, il a dû, après une troisième mi-temps un peu arrosée, où on l'avait fait boire, alors qu'avec les médicaments qu'il prenait, c'était pas terrible, on l'a laissé rentrer tout seul chez lui, ivre, avec notre voiture d'ailleurs. Donc là il y a eu quelque chose de cassé. Oui, je comprends. Et du coup... Pas des amis qui lui voulaient du bien. Voilà. Vous le dites pour les parents, trouver une écoute bienveillante, ne pas rester seul et se former, c'est l'essentiel. Ne pas rester seul, je crois que c'est vraiment le message principal qu'il faut donner, parce que les familles qui viennent à l'UNAFAM, souvent elles arrivent un peu sur la pointe des pieds. Oui. Un peu, la peur de déranger. Oui, un peu intimidées, etc. Et puis à la fin, ils disent j'aurais dû venir plus tôt. Oui. Parce que, bon, là, j'ai encore animé des ateliers pour ces familles. La capacité, enfin la possibilité d'être ensemble, d'échanger des expériences, de voir que justement on n'est pas seul. D'autres aussi ont un enfant, un conjoint, un grand-père ou qui que ce soit qui a des troubles et qui se sentent très peu compris par l'entourage. Oui. Je crois que c'est quand même aussi une blessure terrible qui revient toujours dans les groupes de l'UNAFAM, c'est que même la famille proche des frères et sœurs ne perçoit pas. Ne perçoivent pas et font des reproches et s'éloignent. Donc une fête de famille, non, tu ne viendras pas parce que ton fils est malade, il n'y a pas question. Ouais. Et quand, donc ça, c'est extrêmement dur. Et quand la famille est de bonne volonté invite par exemple à un mariage, je me souviens très bien d'un mariage où Bruno était invité à la place d'honneur du marié, à côté du marié, il n'a pas tenu. Au milieu du repas, il est parti se coucher. Parce que alors ça déroute, forcément. Hein. On lui a réservé une place. Et pourtant, c'est comme ça. C'est une réalité. Savoir l'accepter, l'accueillir. C'est ça le chemin de l'acceptation, enfin, je dirais plutôt du consentement, moi. Voilà. Parce qu'accepter un handicap, c'est quand même très difficile, surtout quand il est très lourd. Mais consentir à vivre avec une personne qui a un handicap, justement... Je crois qu'il y a des peurs aussi dans l'entourage, parce que, après tout, il faut bien le dire, on a tous nos fragilités. Et bon, on tient, d'accord, mais n'importe qui, je crois, peut, un jour ou l'autre, entrer en dépression suite à un grand traumatisme, un accident. Enfin, on est fragiles tous. Oui. Et donc, quand il y a dans la famille quelqu'un qui va développer une pathologie lourde, eh bien, je pense qu'il y a aussi la peur d'être touché soi-même d'une certaine façon. Oui, que ça déteigne sur vous, comme si c'était contagieux. Oui. Il faut dire comment arrivent ces maladies. Rien à voir avec, évidemment, la contagion. Est-ce qu'on a des indices? Est-ce que l'on sait quelle est leur source? Ça dépend. Il y a beaucoup. Maintenant, on commence davantage à parler de causes génétiques. Ah, oui. On n'en parlait pas du tout il y a 30 ans. Oui, les causes génétiques et puis les causes neurologiques. Parce que là, il y a quand même ce qu'on appelle les neurotransmetteurs dysfonctionnent justement dans ces maladies psychiatriques. Et les médicaments viennent justement compenser cette difficulté des neurotransmetteurs. Moi, il y avait un psychiatre qui m'avait dit la difficulté des personnes atteintes de troubles psychiatriques,
c'est de... Ils réagissent souvent tout de suite. Oui. Voilà, il n'y a pas de recul. Et il me disait, finalement, l'information arrive directement dans le secteur émotif du cerveau, sans filtre, et ne passe pas par le cortex qui permettrait de... Voilà. Ah oui. D'analyser. D'analyser. Alors, de modérer. Chez notre fille, c'était le plus caractéristique, c'était ce qu'on appelait l'électricité des micro-coupures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était en train de discuter. Moi, c'était ma spécialité, c'était plutôt les maths, pour essayer de l'aider. Et là, à un moment donné, je sentais qu'il y avait un blanc. Elle n'était plus là, ou alors c'est le raisonnement qui avait commencé qui s'arrêtait net. Et puis ça repartait d'une autre façon. Et ça, moi, l'analogie avec les micro-coupures sur l'ordinateur m'a beaucoup aidé. Effectivement, on peut inviter les parents, tous ceux qui nous regardent d'ailleurs, à s'interroger, à enquêter là-dessus. Ça aide à en comprendre les tenants, les aboutissants, les conséquences, etc. Puis ça désangoisse aussi, parce que moi, je ne pouvais plus supporter, dans le développement de la maladie, les coups de téléphone d'amis, de parents, on disait mais comment ça se fait? Et puis c'est sur vous que ça tombe. Mais c'est épouvantable. On sentait l'angoisse de la personne qui téléphonait, que je prenais dans l'estomac. Hein. Et ça, pour moi, c'était plus possible. Il y a des personnes que je savais que c'était elle ou lui, j'arrêtais. Trop angoissant ou trop. Ah ben non, lourd. C'était plus possible d'avoir à répondre toujours les mêmes choses et sentir l'angoisse se renforcer. Ce que vous auriez aimé que l'on vous dise, c'est comment peut-on vous aider? Ça pouvait. Que vivez-vous? Finalement, on a fait ce choix, nous. Oui. Parce que voyant que notre entourage, même de très bons amis, n'arrivait pas à comprendre la situation, ce qui est quelque part normal, on a fait un courrier à 100 personnes de la famille et des amis, en leur envoyant un document qui venait de l'UNAFAM, assez court, et en leur disant, ben voilà, nous avons 2 enfants atteints de troubles psychiatriques, et c'est quand même très difficile à vivre au quotidien. Et donc, si vous pouvez nous aider, voilà quelques idées. Donc, il y en a qui ont proposé un dîner avec l'un ou l'autre. Le deuxième a dit, tiens, on pourrait faire un tour de vélo. Des choses, des bricolages. Oui, des bricolages. Voilà, on ne demandait pas à la lune, comme on dit. Hein. Est-ce qu'il y a des activités dans lesquelles l'un ou l'autre arrivait à mieux se gérer ou la maladie s'estompait un petit peu lorsqu'il y avait une activité comme ça? Toi, tu avais eu l'idée de... Moi, je ne voulais pas au début, j'étais plutôt dans le registre intellectuel. Manifestement, ça ne fonctionnait pas. Oui. Donc, c'était plutôt... Toi, tu as eu l'idée de mettre notre fils à la cuisine. D'accord. Et je me souviens très bien du jour, chaque fois que je vois arriver une blanquette de veau, maintenant, je me souviens toujours du jour où Bruno est arrivé devant des invités avec la blanquette qu'il avait préparée sur tes instructions. Bon, mais ça, pour moi, c'est un trésor. Ah oui, c'est un des beaux moments, ça. Cette information, trouver les lieux de parole, d'écoute, de recommandation aussi, en matière médicale. Éviter aussi l'emprise ou l'intrusion. Ça doit être difficile pour des parents de ne pas se laisser dépasser, bouffer, si je puis dire, par la maladie de ses enfants. Alors, comment on fait? Là, justement, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut garder souhaitable. une forme de distance? Dites-nous si... C'est tout à fait souhaitable, parce qu'effectivement, et ça, à l'UNAFAM, on développe beaucoup cette idée-là, c'était prenez soin de vous, en tant que parent ou en tant que conjoint, et faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Prenez le risque de laisser la personne, même qui pourrait avoir des idées noires ou voire plus, pour aller faire un tour pour vous aérer. Oui. Hein, parce que sinon, effectivement, c'est l'asphyxie. Et le psychiatre qui nous suivait au début nous a fortement recommandé, même en juin, de faire ça. D'accord. Je l'appelais le vendredi soir. Il dit, est-ce qu'on a envie de partir en week-end? Est-ce que vous y allez? Vous y allez. C'était quasiment un ordre. Et à ce moment-là, on se débrouille. On regarde avec des amis et des voisins s'ils ne peuvent pas jeter un œil de temps en temps. Bien sûr. Sur le proche. Oui. Mais on y va, et c'était indispensable. Les groupes sont très importants pour ça aussi, les groupes de partage, de parole, voilà. Bon, peut-être aussi en paroisse, je ne sais pas si on en parlera, mais enfin les rencontres, voilà,
ça permet de prendre du recul et d'essayer ce qu'on appelle la bonne distance, qui n'est pas toujours facile, mais puis aussi les informations qu'on a. C'est-à-dire qu'on a moins peur de la maladie, il me semble, quand on connaît déjà, on sait justement comment ça fonctionne un petit peu, ces histoires de neurotransmetteurs, d'apparition des troubles. Donc, on peut rationaliser un peu, parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel, justement, dans la maladie psychique. Donc là, on rationalise, et je pense que ça aide beaucoup à déjà se déculpabiliser aussi, parce que la culpabilité est très importante, et puis à mettre cette distance qui permet de prendre soin de soi, en effet, et des autres, parce qu'il n'y a pas que l'enfant malade, il y a aussi les autres enfants, l'entourage, les amis, et voilà, et ça reste très important. On a parlé là des parents qui découvrent le terrain chez l'un de leurs enfants. Parlons des couples. Lorsque la maladie psychique s'invite, comme ça, fait irruption dans un mariage entre deux personnes qui sont unies. Comment faire face? Est-ce que le conjoint doit endosser ça aussi? Que l'histoire soit balbutiante ou déjà après des années de mariage, est-ce que on peut dire j'ai pas signé pour ça? Ça peut traverser l'esprit. Maintenant, là aussi, il y a des aides. Ça dépend du degré, hein, bien sûr. Oui, il y a des aides possibles. D'abord, les aides médicales, bien évidemment, de thérapie également. Et puis, il y a des groupes de parole à l'UNAFAM pour les conjoints spécifiques. J'en parlais avec un psychiatre encore hier, qui anime ces groupes et qui dit il y a tous les cas de figure. C'est ce qui est normal. Tout dépend aussi des troubles du conjoint, si c'est très important ou moins. Donc, il y a pas mal de couples qui ont trouvé des solutions en ayant un appartement chacun, mais tout près. Oui. Ou un morceau d'appartement. Oui. Voilà, comme ça, le couple n'est pas tout le temps ensemble. Donc, celui qui est malade, il peut se reposer s'il veut. L'autre peut respirer pour aller faire autre chose. Enfin, voilà, mais effectivement, il y a aussi des couples qui se séparent, qui divorcent parce que c'est plus possible. C'est plus possible, surtout s'il y a des enfants et que les enfants en pâtissent énormément. Non, il n'y a pas de honte à ça, et parfois c'est même pour sauver ou préserver en tout cas les enfants ou soi-même. Oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de violence aussi quand même. Hein. Ça, donc, encore une fois, les vertus de la parole, d'en parler autour de soi, de recevoir des conseils, de mettre les choses à plat, peut éviter à un conjoint de se retrouver sous l'emprise d'un conjoint malade et se dire je le trahirais ou je commettrais une injustice en partant alors qu'elle va souffrir. Ah oui, et même peut-être être menacée. Ou être menacée sans forcément s'en rendre compte. Ah oui, donc il n'y a pas de sacrifice là à faire de toute sa personne. Pas de sacrifice à faire. Je me suis retrouvé, moi, en visitant des hôpitaux psychiatriques avec une commission départementale, devant une jeune femme qui avait été hospitalisée contre son gré par son mari parce qu'elle avait piqué une crise dans la nuit. Elle se retrouvait tout à fait contre sa volonté à l'hôpital. Elle ne comprenait pas, elle était persuadée que son mari la trahissait. Enfin, donc je n'ai pas connu du tout le mari, mais c'était... Et là, je dois dire que j'ai apprécié l'attitude du psychiatre qui nous accompagnait, qui s'est assis par terre à côté d'elle, puisqu'elle était allongée sur un matelas cloué au sol. Hein. Elle pouvait pas, c'était pas un lit ordinaire dans ces types de chambres. Il s'est assis à côté d'elle, par terre, il l'a pris par l'épaule et il lui a dit « Alors, est-ce qu'on peut parler un peu ?» C'était des petites choses toutes simples, et le geste avec la parole. Alors si on pouvait faire ça quand on est conjoint dans des cas comme ça, oui. Il faut parler, je vous en prie. Non, c'était pour dire sinon, il y a tous les cas de figure. Évidemment. Il faut parler de l'entourage, de la communauté. Alors, par exemple, la paroisse. On va commencer par exorciser. Beaucoup d'amis ont peur d'être maladroits. Vous parliez de ceux qui le sont et mettent les pieds dans le plat ou sont franchement désagréables ou qui sont dans la commisération, voilà, dans ce champ lexical-là qui n'est pas forcément très, très heureux et très agréable à entendre. D'autres prennent leur distance parce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas habitués.
Alors, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire? Je crois que de dire « Ah mais c'est que tu n'as pas prié assez » ou être une mauvaise mère, on l'esquissait tout à l'heure. Un père absent, une mère abusive, etc. Mais ça, on oublie. Je crois que c'est ça. On peut être une mère abusive ou un père violent et ne pas avoir un enfant malade psychique. Je veux dire, ce n'est pas forcément lié. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a, bien sûr, dans la maladie psychique, on dit que c'est plurifactoriel. On ne connaît pas toutes les causes. Oui. Et bon, il est certain que, a priori, ça peut sembler préférable de vivre dans un environnement harmonieux. Oui. Mais enfin, on a tous nos faiblesses, nos maladresses. C'est clair. Voilà, donc, mais lorsque les maladresses sont partagées par beaucoup de monde, évidemment, ça peut être un peu lourd. Alors, puisqu'on parlait des communautés, il peut y avoir une gêne, voire une forme de rejet, surtout en groupe. On peut penser, le nombre de fois où ça se produit, à la messe par exemple, qu'un enfant pleure ou qu'une personne adulte d'un seul coup ait un comportement étrange ou inhabituel, et vous voyez les regards comme ça, furieux, les sourcils qui se referment. Pour des parents, ça doit évidemment pas être facile à vivre. Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Pour notre fille, par exemple, qui est par ailleurs c'est pas une piété, c'est une foi que j'admire, hein, c'est qu'il est arrivé quand elle allait à la messe avec nous, et même quand elle n'était pas en crise, elle a c'est pas des tocs, mais elle a besoin de se lever, de s'asseoir sans arrêt. D'accord. Des rituels. Et voilà. Elle se lève, en général, elle s'assied au moment de l'évangile quand tout le monde se lève. Bon, c'est toujours décalé, et puis c'est absolument obsessionnel. Il faut qu'elle se lève, ou alors elle s'en va au milieu de... Alors quand elle avait été hospitalisée, j'allais à la messe avec elle de l'hôpital, et je l'amenais au premier rang exprès, et je la prenais par la main. Comme ça, je savais qu'elle ne me lâchait pas et qu'elle ne serait pas tentée d'aller. Alors je sentais qu'elle me pressait, mais je tenais bon. Puis après, ça s'apaisait un peu. Bon, il y avait des petits gestes aussi qui permettaient de favoriser, mais il faut être prêt à tout. Bien sûr. C'est vrai que les personnes disent on ne sait pas quoi faire, on ne connaît pas ces maladies, comment se comporter, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais j'ai l'exemple, tout à fait récemment, dans notre paroisse, c'est une équipe fraternelle qui accueille des personnes isolées, donc que ce soit âgées ou jeunes, des personnes avec un handicap. Et je dirais presque... Non, forcément, il y a des personnes malades psychiques qui ont trouvé que c'était très bien parce qu'elles pouvaient parler, et être écoutées, vivre une sorte un esprit fraternel, très bien. Mais l'autre jour, il y a une personne nouvelle qui est arrivée dans cette équipe fraternelle et qui a eu un comportement très étrange. Et du coup, les responsables de l'équipe sont venus me voir en disant « mais on était vraiment démunis ». Et donc, on aimerait se former. L'UNAFAM est en train de mettre en place, justement, des formations pour des professionnels. Mais là, ce n'est pas des professionnels salariés, vous voyez, c'est des bénévoles, mais qui, quand même, ont des responsabilités. Alors ça, je dirais, c'est vraiment ceux qui ont des responsabilités pour un groupe. Et je pense que pour les prêtres, ce serait vraiment indispensable qu'ils aient cette formation. D'accord. Parce que en discutant assez souvent, en discutant souvent avec des amis prêtres, ils disent c'est vrai qu'on n'avait aucune formation dans ce domaine. J'ai eu plusieurs amis prêtres qui ont eu à gérer des séjours de vacances quelquefois lointains ou des JMJ ou avec un déplacement à l'étranger, parce que souvent dans les déplacements à l'étranger, il y a des crises qui peuvent se passer. Il y a des cas multiples. Hein. Et là, ils se sont retrouvés à un moment donné pas préparés du tout, avec un jeune, par exemple, qui lâchait le groupe et qui traversait l'autoroute, les 4 voies de l'autoroute. Bon. D'accord. Donc, une autre fois, c'est un geste complètement déplacé ou une fugue. Bon. Et alors là, s'ils ne sont pas préparés, c'est effectivement très stressant pour le responsable. Parce qu'évidemment, là, on se retourne vers les parents, on dit « vous nous aviez rien dit ». Bon, ce qui n'est pas faux. Souvent, les parents ne le disent pas. Mais pour ceux qui ne sont pas concernés, qui n'en comptent pas dans leur entourage le plus proche, et qui du coup vont avoir ces réactions de surprise ou de rejet malheureusement, comment leur dire intéressez-vous-y,
Et faites le pari d'abord de la bienveillance ou presque de la curiosité pour en savoir plus. C'était la méthode Jean Vanier, si on peut encore en parler. Oui. C'était vivez avec. Exactement. Vivez avec. Venez dans un foyer, passez un temps, ou dans une famille, et vous verrez, vous comprendrez. Mais il faut être avec. Oui, mais je pense aussi qu'il y a quand même des informations de base à donner, je pense surtout à nos amis, au départ, qui les aidaient quand même, justement. Oui. Il faut leur mâcher le travail. Oui, voilà, un peu. Moi, j'ai l'impression, depuis quelques années, quand même, que les diocèses, de façon générale, s'intéressent davantage aux problèmes, en tout cas développent des journées de formation ou d'information, au moins, dans le cadre de la pastorale de la santé. Donc on commence, il me semble, à se préoccuper davantage de la santé mentale, parce que justement on se rend compte qu'il y a des failles, et que c'est vraiment nécessaire. Quand on dit les diocèses, ça peut paraître hors sol, mais en réalité ce sont les laïcs. Oui, ce sont les laïcs, mais c'est la pastorale de la santé. Comme ceux qui nous regardent, qui disent là, il y a quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille peut-être. Et puis, moi, il se trouve que j'anime un séminaire chaque année à l'Institut catholique pour des aumôniers d'hôpitaux, dont un certain nombre sont prêtres, pas tous, bien sûr, mais justement pour la connaissance des maladies psychiques, les bases en tout cas. Et je vois qu'ils sont très intéressés, et qu'il y en a, ils viennent, ils ont cette formation qui est récente. Il y a un DU maintenant qui est demandé pour être aumônier. Alors c'est aumônier d'hôpitaux, hôpitaux psychiatriques ou hôpitaux généraux, parce qu'il y a aussi des services de psychiatrie, ou dans les prisons aussi, parce que dans les prisons, on le sait, il y a beaucoup de personnes, un certain nombre de personnes qui ont des maladies psychiques. On a parlé des difficultés, des moments de peine, du sentiment comme ça d'abandon, de ne pas être compris. Parlez-nous des joies pour terminer. Il nous reste juste le temps de faire un petit tour de table. C'en est une qu'on partageait hier avec Marie-France, en faisant connaissance dans le contexte de l'après-Covid, même si c'est un peu timide, de nouvelles cadres de santé qui étaient responsables d'un étage du foyer où se trouve notre fille. Et j'ai été éberlué par la maturité de cette jeune femme. Je m'attendais à l'infirmière un peu stricte qu'on avait connue autrefois. Oui. Et là, c'était une personne qui était bienveillante, qui visiblement avait eu un contact très proche avec notre fille. Pour dire tout ce qu'elle disait, c'est qu'elle l'avait bien perçu, qui était capable de dire des choses très gentilles, et puis à un moment donné de nous dire, alors je ne vous ai pas tout dit quand même, peut-être elle ne vous l'a pas dit, c'est que là elle est allée chipper des bonbons chez un voisin, elle est sortie du foyer, puis donc on a été obligé de lui retirer son badge, parce que qui vole un œuf, vole un bœuf, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Voilà, mais ces attitudes-là, ça vaut de l'or. Et ça vraiment, là je rends grâce, vraiment. Moi je pense à Bruno, qui s'est marié, alors que vraiment, quand il a commencé à avoir des crises, on ne pouvait pas imaginer que ce serait possible. Et vraiment, grâce au traitement, il fait toujours une psychothérapie très très longue, qu'il était très aidé dans ce domaine-là. Et voilà, donc il assume très bien son rôle d'époux et de père. Il ne peut pas beaucoup travailler, mais il trouve son équilibre comme ça, et tout le monde le trouve. Monique. Je pourrais parler de beaucoup de moments de joie en hôpital, notamment quand j'étais responsable d'aumônerie, parce que les patients, il y a quelque chose, il y a une simplicité, c'est-à-dire il n'y a plus les masques sociaux, il n'y a plus le paraître, le vernis, que, plus ou moins, on utilise dans la société pour communiquer. Et donc, alors, il y a des paroles d'une franchise, et notamment dans les partages d'évangiles, il y a des choses étonnantes, je dirais même éblouissantes parfois. Je pense à une patiente, par exemple, qui me dit un jour « Ah, j'ai découvert la miséricorde infinie de Dieu ». Alors, elle était très culpabilisée, cette femme, par un divorce qui était déjà ancien, mais alors, comme elle était très pieuse, très croyante, elle n'arrivait pas à sortir de cette culpabilité. Puis elle me dit ça. Alors, elle continue, elle me dit, tu sais, je lui ai demandé quel était le péché le plus grand. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Alors, j'étais impatiente de connaître la réponse. Il m'a dit,
Janine, Janine, tu t'agites pour bien des choses, comme Jésus à Marthe. Voilà, mais ça, c'est un exemple. J'en ai plein comme ça, plein de pépites. Et aussi une autre femme aussi qui me montre un jour un malade, un patient vraiment très, très atteint, qui était souvent couché comme dans la position du fœtus en suçant son pouce, un adulte. Et elle me le montre, elle me dit: ah bah oui, ici, à l'hôpital, on redevient comme des enfants. Mais on a une consolation, ça nous rapproche du royaume de Dieu. Magnifique. Excellent mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Comme à la maison, c'est terminé pour cette fois, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de ces soirées, de ces journées Family Faune. Donc merci Pierre, Marie-France Sarméjean. Je rappelle le livre dont vous recommandez la lecture, L'espérance est un chemin escarpé, avec Cyril Douillet, paru chez MAM. On vous renvoie vers le numéro d'Ombre et Lumière de novembre et décembre dernier qui traite du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Et puis, évidemment, on se connecte à l'UNAFAM, UNAFAM sur Internet pour en savoir plus. Monique Durand-Wood, le dernier, voilà. Ta vie est éternelle, paru chez Salvatore. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.